Alors, c'est vrai que c'est une question qui est assez récurrente depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et cette politique, sa politique fiscale, depuis le début de son premier mandat. On le sait, la suppression de l'ISF, transformée en impôt sur la fortune immobilière, la suppression, le prélèvement forfaitaire libérateur de 30% sur les revenus financiers. Est-ce que tout ça a eu un effet positif ou pas sur l'économie française? On en parle avec vous. Thierry Fabre, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef au magazine Challenge. Euh, Ça date quand même de 2017, ces baisses d'impôts sur le capital. Est-ce qu'on a un peu de recul maintenant? Est-ce qu'elles ont, oui ou non? Est-ce qu'on peut trancher ou toujours pas? Ou on ne sait pas, où il n'y en a pas? Effet bénéfique ou pas sur l'activité? Je ne sais pas moi, sur l'investissement, sur l'emploi, sur l'image de la France, sur l'attractivité. Qu'est-ce qu'on voit sérieusement? Alors, si on écoute les économistes, on ne peut toujours pas trancher. Et ça, c'est un problème pour l'exécutif, pour Emmanuel Macron, qui en a fait la base de sa politique économique. Et 6 ans après, on a le comité d'évaluation des effets de la réforme fiscale qui a été créé, hébergé par France Stratégie, un organisme qui est lié à Matignon, n'a toujours pas trouvé de lien entre les baisses d'impôts, ISF et flat tax, donc revenu du capital, et l'investissement et l'emploi. Vous savez, les économistes, ils ont une méthode scientifique, donc ils essayent de prendre un échantillon. Ils ont pris un échantillon d'actionnaires, par exemple dans les entreprises qui payaient l'ISF, et ces actionnaires qui ont bénéficié de cette baisse d'ISF, en les suivant précisément, ils n'ont pas vu d'effet dans ces mêmes entreprises, donc ils ne peuvent pas en conclure quoi que ce soit. Et c'est extrêmement énervant pour l'exécutif. Moi, j'ai souvenir d'une remarque de Bruno Le Maire il y a un an, quand on lui disait cela, en disant, mais vous êtes content de votre politique, mais quels sont les effets? Et pour lui, il disait, mais les économistes, je sais pas, ils ne voient pas, les effets sont évidents sur l'attractivité, sur l'emploi. C'est vrai qu'il y a de bons indicateurs depuis 2017, mais encore faut-il lier cette amélioration de l'économie aux mesures fiscales. Et c'est ce qu'essayent de faire les économistes. Pour l'instant, ils ne voient rien. Alors, il faut bien avoir en tête qu'on aura sans doute une nouvelle étude à la rentrée, en octobre, de l'Institut des politiques publiques, toujours pour France Stratégie. Et là, ils ont mis les bouchées doubles, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment lancé un appel d'offres pour avoir quelque chose de beaucoup plus fouillé, pour essayer de voir si dans l'économie, ça s'est quand même diffusé ou Hmm. pas. Donc, en rendez-vous en octobre, où là, les économistes nous diront si ils peuvent apposer la caution scientifique sur la politique d'Emmanuel Macron. Oui, mais juste sur, on sait les milliards d'euros de gains fiscaux euh, au bénéfice d'investisseurs, d'actionnaires. Comment ils ont été recyclés? On ne le sait pas. Comment ils ont été recyclés euh, par ceux qui en ont bénéficié. C'est justement ça, c'est-à-dire que on a du mal, les économistes ont du mal à précisément savoir s'ils l'ont gardé dans leur poche, s'ils ont investi dans leurs propres entreprises, ailleurs dans l'économie. Donc pour l'instant, il n'y a pas de causalité. Simplement, ce qu'on peut dire depuis 6 ans, c'est qu'il y a un ensemble d'indicateurs positifs qui sont peut-être liés à cela. Et vous savez, on a interrogé le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a 2 semaines sur le sujet. Il vous dit, écoutez, on n'arrivera pas à le mesurer parce que c'est psychologique. Quand vous baissez les impôts, quand vous supprimez un impôt qui était jugé inique par beaucoup d'investisseurs, ça crée un climat. Et surtout, quand vous ne bougez pas. Beaucoup d'investisseurs et de patrons nous disent le fait qu'Emmanuel Macron ait résisté à beaucoup de pression pour augmenter les impôts et remettre l'ISF. Ça a été la pression lors des Gilets jaunes. C'est actuellement la pression avec l'ISF climatique qui vient d'être proposé par l'économiste Jean Pisani-Ferry. Emmanuel Macron dit non parce qu'il veut garder le cap. Le fait de garder le cap pour les patrons et les investisseurs, dit ça crée un climat favorable et donc on n'investit plus. Le problème, c'est que on n'arrive pas à le mesurer. Donc ça laisse quand même la porte ouverte à toutes les critiques, notamment de l'opposition, qui dénoncent ce cadeau aux plus riches et qui disent vous avez dépensé des milliards au bénéfice des plus fortunés, on n'en voit pas les effets dans l'économie. Ceux qui quittent la France, ce qu'on appelle les exilés fiscaux, pour aller vers des cieux fiscaux plus dorés, est-ce qu'il y a un impact sur... il y a des chiffres là-dessus, sur l'exil fiscal, est-ce qu'il y en a moins qui partent, est-ce qu'il y en a plus qui reviennent? On a des chiffres là-dessus? Alors ça, c'est un point factuel très intéressant. Au moins, on peut dire quelque chose de précis là-dessus. C'est-à-dire que depuis 2017, ça s'est vraiment totalement inversé.
jusqu'en 2017, il y avait plus de redevables de l'ISF qui quittaient la France que de redevables qui rentraient au bercail. Et ça s'est vraiment inversé. Alors, ce sont des chiffres sur une population assez limitée, quelques centaines de personnes, alors qu'il faut avoir en tête que l'ISF touchait auparavant 350 000 redevables et actuellement, avec l'IFI, c'est 160 000. Là, les chiffres de départ et de retour de Bercy montrent qu'il y a à peu près 400 personnes qui sont revenues en 2020, dernier chiffre, et 200 qui sont partis. Alors que auparavant, quand on remonte 2015-2016, il y a pu avoir jusqu'à 1000 départs. Alors que la même année, il y avait 300 à 400 retours. Donc, il y a quand même un effet clair là-dessus, même si c'est une population réduite. Il y a beaucoup moins d'exil fiscal, ça a été jugulé, alors que souvenez-vous, toutes ces années, les années 2000, il y avait cette polémique avec beaucoup de grandes fortunes qui partaient et le faisaient savoir pour dire on ne peut plus rester en France avec cet ISF. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de grandes fortunes, en C'était tout ça cas, ma qui le question. clament. C'est ça ma question. On les a vus revenir ou pas, ces grandes fortunes? Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a ces chiffres qui le montrent, mais vous vous souvenez, Business Object, le patron de Business Object qui était parti, ça avait fait ça a eu un impact médiatique il y a pas mal d'années. Là, pour l'instant, il n'y a pas de grande fortune qui clamait son retour. Alors, il y en a une quand même intéressante, c'est Monsieur Sterrin, c'est cet investisseur qui a investi dans la fourchette et dans Smartbox, qui a déclaré récemment, une fortune autour d'1 milliard d'euros de mémoire, qui a déclaré qu'il rentrait au bercail. Donc voilà, c'est à ma connaissance la seule connue qui dit je rentre pour matérialiser le mouvement. Mais enfin, c'est quand même intéressant, même si on n'a pas de grande fortune médiatique, d'avoir ces chiffres-là. L'exil fiscal, ça a été jugulé, ça on peut le dire. Bon, il y a un point qu'on n'a pas assez souligné, mais vous l'avez vu, et nous aussi, c'est le coût de ces baisses d'impôts qui a été, pour les comptes publics, plus faible que prévu. Ça, c'est intéressant parce qu'on dit que ça n'a rien d'évident. Si on baisse le taux, il doit y avoir moins de recettes fiscales. En l'occurrence, sur la taxation des dividendes, qui devait coûter 1,6 milliard d'euros, au final, ça n'a rien coûté aux caisses de l'État. C'est ça, c'est la bonne surprise fiscale. Et ça alimente la théorie, vous savez, libérale de l'affaire, l'économiste l'affaire qui La dit courbe de l'affaire. l'impôt tue l'impôt. Du coup, si on augmente trop l'impôt, ça baisse les recettes. Et donc, du coup, si on baisse le taux, ça va augmenter les recettes. Alors, ce mécanisme-là qui ne marche pas toujours, pour le capital, ça a marché formidablement. C'est impressionnant, notamment sur les dividendes. D'un seul coup, vous baissez la taxation des dividendes. Que font les investisseurs? Eh bien, évidemment, ils explosent la distribution de dividendes. Ils s'en distribuent beaucoup plus. En 2017, on avait 14 milliards de dividendes distribués. Dès 2018, c'est monté à 23 milliards. Et depuis, c'est à un plateau entre 24 et 23 milliards de dividendes. Alors, évidemment, la conséquence, c'est qu'évidemment, ça fait plus de recettes pour l'État. La réforme, comme vous le disiez, le coût a été nul jusqu'alors et ça pourrait même être bénéfique dans les années à venir si ça continue. Alors la grande question qui est posée quand il y a ce phénomène, c'est est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine avec Ouais, des j'allais vous le patrons. dire, c'est le fait de prendre un dividende par rapport à un salaire qui est frappé de Exactement. cotisation. Si d'un seul coup, on se dit, bon, je me paye en dividende et pas en salaire parce que ça me coûte moins cher en impôts, ben évidemment, ça va faire une baisse de recettes de l'État du côté salaire. D'après les experts que j'ai interrogés de France Stratégie, dans leur étude, ils ne voient pas d'effet d'aubaine. Ils ont regardé les gros investisseurs, ceux qui se distribuent beaucoup de dividendes. Et pour l'instant, donc, ils ne voient pas d'effet sur les salaires. Et on n'a pas de patron d'entreprise qui dit, ben, cette année, je me paye beaucoup moins en salaire et plus en dividendes. En tout cas, pas dans leur échantillon. Donc, c'est plutôt positif. Cet aspect recette fiscale, il est vraiment intéressant. Et alors, ça alimente aussi l'argumentation de l'exécutif sur les baisses d'impôts, parce que vous avez vu aussi que l'impôt sur les sociétés qui a été baissé, donc de 33 à 25%. Dans le même temps, dans les 6 dernières années, on a plus 10 milliards de recettes d'impôt sur les sociétés. Alors après, on peut dire oui, c'est parce que les entreprises se portent mieux, il y a une hausse des profits. Mais il n'empêche que ça justifie du côté de l'exécutif la poursuite de cette politique parce que finalement, ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Pour finir, on avait en tête 5 milliards de coûts pour des réformes fiscalité du capital. D'après le cabinet de Gabriel Attal qu'on a interrogé la semaine dernière, c'est 2 milliards au total. On a quand même, c'est la bonne surprise fiscale pour l'État. Ouais. Le président de la République qui aime rappeler que la constance
mène à la confiance. Les Français sont constants aussi dans l'idée qu'ils rejettent cette politique fiscale. Ils ne sont pas convaincus de l'impact de ces baisses d'impôts sur le capital. D'ailleurs, 70% souhaitent un retour de l'impôt sur la fortune. On se dit que la bataille autour de la fiscalité des plus riches ne fait que commencer, en tout cas n'est pas terminée. Elle est sûrement pas terminée, parce qu'évidemment, vous avez vu la polémique créée par la proposition de Jean Pisani-Ferry de rétablir un ISF vert, c'est-à-dire tout de suite, ça tourne à la foire d'empagne, parce que là-dessus, on peut tout dire finalement, comme il n'y a pas de caution scientifique des économistes, on peut dire que ça ne sert à rien ou que ça sert avec les premiers effets que l'on voit. Mais là, vraiment, moi j'ai le sentiment qu'Emmanuel Macron ne lâchera pas. C'est-à-dire qu'il est intimement convaincu que sa politique a déjà marché et qu'elle va marcher et que c'est le fait de tenir bon, d'être stable qui fait que ça marche. La France a souvent été critiquée pour son instabilité fiscale. On aime bien bricoler, on aime bien augmenter ou modifier. Là, Emmanuel Macron, fort de ce constat, a dit on baisse et on ne touche plus, même si beaucoup de rapports d'économistes sortent sur certaines aides, comme le crédit d'impôt recherche, par exemple, qui est avec un effet d'aubaine massif. La politique de Macron actuellement, et il l'a répété dans l'interview qu'il a donnée à Challenge il y a une quinzaine de jours, c'est de dire c'est pas le moment où on se redresse vraiment, de bricoler fiscalement et donc de risquer de brouiller le message. Même s'il y a des aides et des dispositifs fiscaux qui sont critiquables, bon, c'est pas grave. C'est vraiment un parti pris et convaincu que ça marchera. Alors pour l'instant, il n'a pas les économistes avec lui, il a les patrons. C'est-à-dire que Roux de Bézieux nous dit, oui, cette psychologie, c'est ça qui marche. Mais si vous voulez, en face, on peut aussi dire le contraire, puisqu'il n'y a personne qui vous dit matériellement cette politique a vraiment fonctionné. Ouais. Donc c'est comme vous le dites, la bataille va continuer parce que tant qu'on n'aura pas un juge de paix qui dit que ces mesures ont fonctionné ou pas, on pourra avoir les deux versions. Avant de se quitter, Thierry, on regarde la couverture de Challenge de cette semaine à lire tranquillement ce week-end. Je crois que c'est Patrick Pouyanné et les confidences du patron de Total Energy que vous avez réussi à récolter. Exactement. On a une interview vraiment très intéressante de Patrick Pouyanné, qui est quelqu'un de très cash. Il dit vraiment les choses à la fois très offensif, en dénonçant les attaques qu'il juge injustes à l'égard de Total. Notamment, il n'hésite plus à aller au tribunal désormais face à certaines ONG comme Greenpeace. Mais il fait aussi un mea culpa, notamment dans la communication, souvent catastrophique de Total, avec son grand projet en Ouganda. D'ailleurs, on le met en titre sur la une, sur l'Ouganda, n'ont pas été bons. Donc, c'est une interview vraiment très intéressante avec un grand dossier sur cette entreprise qu'on aime bien détester. Ça, c'est le titre aussi, parce que c'est à la fois un fleuron français, mais un fleuron que beaucoup critiquent, c'est-à-dire dans Challenge, une dizaine de pages sur Total. Allez, merci beaucoup Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Merci à vous, bon week-end. Merci beaucoup, au revoir.